régime de la micro-entreprise. Donc il y a quand même la moitié du tissu économique français qui se crée chaque année. C'est pas des grosses boîtes, c'est des entrepreneurs individuels comme vous et moi qui veulent créer leur propre emploi. Bon, il y en a quand même 22% qui ne créent pas leur entreprise pour être riches. Bon, ça veut quand même dire qu'il y en a 78% qui ont envie de devenir riches, mais l'important pour une bonne part d'entre vous, je sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, c'est simplement de se créer son propre emploi et donc de générer un revenu équivalent à un revenu salarié. Et donc la motivation principale, ça reste quand même de devenir indépendant. Une fois qu'on a dit ça, déjà, on a enlevé un peu tous ces grands idéaux sur la création d'entreprise et on se dit, bah, en fait, assez clairement, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas créer mon entreprise? Et il y a un sondage assez récent d'ailleurs qui est sorti qui disait qu'il y avait aujourd'hui plus d'un tiers des Français qui potentiellement, s'ils avaient les moyens, s'ils avaient l'information, si ils étaient encouragés à le faire, qui aimeraient créer et qui aimeraient devenir indépendants. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, il est important pour moi parce que par ailleurs, à plein de moments différents dans l'espace médiatique notamment ou à d'autres endroits, on se dit bah voilà, l'auto-entreprise a été un peu décriée. Alors qu'en fait, ça veut strictement rien dire que de décrier l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, enfin, et donc maintenant la micro-entreprise, c'est un statut, c'est une entreprise comme une autre. Et ça, je trouve que c'est assez important de le rappeler. Le seul truc qui distingue une micro-entreprise d'un autre type d'entreprise, bah, c'est des éléments spécifiques, une question de calcul des cotisations sociales, voilà, qui est simplifiée, hein. En gros, je paye mes impôts. Alors, j'aimerais être clair, je vais dire impôts, mais on parle bien de cotisations sociales, c'est les impôts qu'une entreprise paye. Je vais le payer en pourcentage de mon chiffre d'affaires, donc ce sera beaucoup plus simple à calculer. Euh, le deuxième gros avantage ou le gros élément sur la micro-entreprise, c'est le fait que je paye uniquement des cotisations sociales si je fais du chiffre d'affaires. Donc, contrairement à toute autre forme de statut aujourd'hui, même si je bosse pas, clairement je vais payer des cotisations sociales. C'est pas le cas en micro-entreprise. Et en fait, ça permet par exemple, d'avoir un fonctionnement simplifié sur la manière dont je vais payer ces cotisations sociales et donc notamment la possibilité, contrairement à beaucoup d'autres statuts, de payer chaque mois et donc d'avoir une lisibilité sur ce que je vais devoir payer. En fait, c'est un statut qui a été créé avant tout pour simplifier et pour encourager les gens à créer des micros. Olivier, la différence. Alors, ah pardon, j'avais pas vu votre question d'avant, mais reprise d'entreprise, oui, en effet, quand je sais plus sur quelle statistique peut-être vous m'aviez repris parce que j'ai pas vu passer la question, mais on parle aussi également de reprise d'entreprise et la différence, justement d'une EI avec option micro-entreprise, en fait, clairement, on enlève faut juste qu'on s'enlève le mot micro-entreprise, faut juste qu'on s'enlève le mot auto-entreprise, pardon. Une EI micro-entreprise, c'est le statut dont on parle aujourd'hui, c'est l'équivalent du régime auto-entrepreneur qu'on connaissait avant. C'est juste que justement, maintenant, depuis 2016, on parle bien de régime d'une entreprise individuelle au régime de la micro. C'est une question de méthode de calcul des cotisations sociales maintenant. Une auto-entreprise, j'utilise encore ce mot-là, mais clairement, il faut arrêter de l'utiliser. En fait, c'est une entreprise individuelle. Et c'est juste que la méthode de calcul se fait au régime de la micro-entreprise. Méthode de calcul simplifiée. Et donc, voilà, c'est la slide d'après, en fait, hein, concrètement, la micro-entreprise n'est pas un statut à part entière, c'est bien une entreprise individuelle. Et ce qu'on appelle micro-entreprise, c'est un régime simplifié qui permet de calculer ses cotisations sociales. Et donc, c'est quoi ce régime simplifié très très vite? C'est un montant de chiffre d'affaires maximum qui est plafonné. Ça, c'est quand même un truc assez spécifique, hein. C'est le seul régime fiscal sur lequel on va parler de montant maximum de chiffre d'affaires à faire. Et donc, déjà, il y a une première distinction entre est-ce que ma micro-entreprise, je vais faire de la vente, de l'achat-revente, donc et dans ce cas-là, le maximum que je peux faire sur ce régime-là en termes de chiffre d'affaires, hein. Chiffre d'affaires au cas où, c'est bien la totalité de ce qu'une entreprise facture, c'est bien la totalité de ce qu'elle arrive à vendre. Donc, il y a plus de 170 000 euros pour de la vente. Et donc, le chiffre d'affaires plafonné pour de la prestation de service, c'est également 72 000 euros. Donc, on est bien entendu sur des montants, bon, ça dépend du point de vue, qui sont soit hauts ou soit bas, ça va dépendre de vous. Mais clairement, déjà, une des premières notions avant de se dire je vais me lancer en micro-entreprise, il y a cette notion de je ne vais pas faire une entreprise avec énormément de chiffre d'affaires, in fine, plutôt une entreprise qui va me faire vivre moi
Et potentiellement, je peux prendre un extra, mais clairement, avec ces montants de chiffre d'affaires-là, c'est pas une entreprise dont le but est d'avoir plusieurs salariés. Et donc, on a le premier distinguo hein, de ce que c'est qu'une micro, la question du chiffre d'affaires, et puis le deuxième, c'était ce que j'introduisais un peu tout à l'heure, c'est un fonctionnement simplifié pour calculer des cotisations sociales. Et donc, très concrètement, bah, c'est hyper simple. Je prends mon montant de chiffre d'affaires, je le multiplie par, en fonction de mon secteur d'activité, un taux, donc pour la vente de marchandises, 12,8%, et puis pour de la prestation de service, 22%. Et ça va faire le montant total que je dois payer à la sécurité sociale des indépendants, enfin à l'URSSAF, pardon, euh, pour payer, entre guillemets, donc, mes impôts de mon entreprise, c'est-à-dire mes cotisations sociales. Ça, c'est tout le principe de la micro, c'est ce qui va la distinguer de tous les autres statuts, et c'est ce qui fait, entre guillemets, sa simplicité. Ça ne doit pas être la raison principale, c'est pas le côté c'est simple, donc dans ce cas-là, je fais une micro parce que j'ai peur de faire un autre statut. Il y a d'autres choix aujourd'hui qui impliquent le fait de créer une micro-entreprise. Mais par contre, c'est sûr et certain que c'est un avantage pour pouvoir se lancer assez simplement. Justement, ça me permet très vite d'introduire des grandes erreurs à éviter quand je me lance en micro-entreprise. Donc, quand je suis artisan, en fait, bah, alors il y a plusieurs notions. Il y a une partie que je vais facturer, que je peux potentiellement facturer en tant qu'achat-revente. Je vais prendre l'exemple, je sais pas, on n'a qu'à dire d'un plombier, chauffagiste, il installe un radiateur. En installant ce radiateur-là, il va le facturer comme une action d'achat-revente. Donc, il va le mettre, il va être imposé sous la vente de marchandises. Donc, la partie du chauffage qu'il a revendu et donc à combien est-ce qu'il facture ce chauffage, il va le vendre, vente de marchandises, 12,8, et c'est là-dessus qu'il va être imposé. Par contre, la prestation qu'il va faire en tant que telle, c'est-à-dire les heures qu'il va facturer pour installer son chauffage, là, dans ce cas-là, il va le calculer en termes de prestation de service. Répondez à la question de Crabière, hein, si vous suivez le chat en même temps. Donc, les grandes erreurs à éviter, justement, c'est de se dire, bon, vu que c'est simple, créer une micro, et bon, advienne que pourra, de toute façon, le gars l'a dit, il m'a dit, je pouvais créer vachement facilement, et puis en plus, si je fais rien du tout comme chiffre d'affaires, bon, le risque, il est moins. Bon, j'aimerais quand même vous sensibiliser à 4 trucs qu'on a tendance à se dire quand on crée une micro et que nous, à l'ADI, on essaie de combattre. Nous, on croit vraiment que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais à certaines conditions et doit absolument penser son projet de création d'entreprise et bien se lancer pour que ce soit une réussite et pas un échec. Tout le monde peut devenir micro-entrepreneur, mais à une condition de bien respecter et de bien éviter d'avoir ces erreurs-là. Quelles sont-elles ces erreurs? Et je vais les détailler ensuite. La première, c'est je pense que je suis bon dans mon métier, donc c'est bon, je vais pouvoir devenir entrepreneur. Ça va fonctionner. Moi, je suis un bon plombier, il n'y a pas de souci, forcément, ça va marcher. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bon dans son métier, c'est super. Hein, moi, je suis sûrement un bon cuisinier, donc je me dis que je vais pouvoir me lancer. Je suis un bon plombier, je vais pouvoir me lancer. Mais en fait, ça va constituer qu'une partie de mon quotidien aujourd'hui d'exercer mon métier. Le reste de mon quotidien, et peut-être au moins 50% de mon temps, je vais passer à faire autre chose que mon cœur de métier. Et c'est quoi autre chose? C'est concrètement, je suis administrateur de mon entreprise, je vais passer mon temps à remplir des papiers administratifs et à gérer les papiers, hein, si je simplifie. Je vais être commercial de ma boîte, et ça, je pense que c'est une notion vraiment sur laquelle j'aimerais insister. Si vous n'aimez pas faire du commerce, faire un acte de vente, essayer de trouver des clients, convaincre des gens, parler de votre projet, même parler de votre projet tout le temps, essayez tout le temps de trouver des clients, ne vous lancez pas dans la création d'entreprise. Demain, il n'y a aucune entreprise qui ne fonctionnera si vous n'êtes pas en train de la vendre en permanence. Donc vous avez beau faire n'importe quel métier, vous êtes sûrement très bon là-dedans, mais il faut vous rendre compte que si vous voulez qu'il y ait des gens qui viennent vous voir, il faut se vendre en permanence. Donc un entrepreneur, il est avant tout commercial et puis ensuite il est bon dans son métier. Et le dernier élément, c'est que je suis gestionnaire, et ça c'est une notion hyper importante. Bah, en lançant ma boîte, très clairement, je peux avoir des contrats, avoir des clients, faire rentrer de l'argent, mais quand même planter mon entreprise. C'est le cas notamment tout à l'heure, on parlait des artisans. Un artisan, il peut avoir tout ça, mais sur des questions de délai de paiement, sur des questions de gestion de trésorerie, sur des questions de gestion financière, il y a des entreprises qui ferment, alors qu'il y a des contrats. Donc ça, c'est hyper important de prendre conscience qu'il y a votre métier en tant que tel, et bon, il faut que vous aimiez ce métier-là, mais vous rendre compte que demain, vous allez devenir
plus qu'un simple, par exemple, plombier, vous allez devenir commercial, administrateur et gestionnaire de votre entreprise. Déjà, prendre conscience de ça, c'est un élément important. Et en l'occurrence, ça me permet d'introduire rapidement. À l'ADI, comme d'ailleurs dans d'autres structures d'accompagnement, comme la CCI par exemple, hein, personne ne va vous apprendre votre métier. Techniquement, moi, je ne suis pas bon pas un très bon plombier, à vrai dire. Je ne pourrais jamais vous donner des conseils sur comment est-ce qu'on fait de la plomberie. Par contre, ce qu'on est en mesure, là où on est en mesure de vous accompagner, c'est comment est-ce que je peux devenir un bon commercial, un bon administrateur et un bon gestionnaire de mon entreprise. Ça, souvent, les structures d'accompagnement, c'est leur rôle, c'est de vous sensibiliser à ces trois notions-là. Le deuxième écueil à éviter, c'est je me lance dans une micro-entreprise, comme ça, on va me laisser tranquille. Pas d'obligation, au moins, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Bon, en fait, c'est pas si vrai que ça. J'ai dit tout à l'heure qu'une micro-entreprise, c'était un régime simplifié, et c'est vrai, c'est plus simple à gérer qu'une autre entreprise. Malgré tout, ça comporte des avantages et des inconvénients. Les avantages, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, c'est plutôt simple, hein. Franchement, je pense qu'en une demi-heure, on a réussi à créer sa micro-entreprise en ligne. On va sur différentes entreprises, on peut faire ça assez rapidement. On peut passer d'ailleurs par, euh, par les chambres consulaires aussi, si on veut se faire accompagner individuellement. Mais c'est assez rapide, c'est assez simple. On ne va pas me demander grand-chose. Tout à l'heure, je le disais, il y a une comptabilité, non, je ne l'ai pas dit, pardon, une comptabilité qui est assez allégée. Et le seul truc qu'on me demande, c'est de tenir un cahier recettes-dépenses, hein. Un cahier recettes-dépenses, c'est grosso modo, tout ce que je vends, je dois le marquer d'un côté du cahier, et tout ce que j'achète, je le marque de l'autre côté. Donc la comptabilité, à son coup, elle devient quand même assez simple. J'ai, ça je l'évoquais tout à l'heure, une cotisation simplifiée. J'implique un ratio sur le chiffre d'affaires que je fais, ça fait les cotisations sociales que je dois payer, grosso modo, et une prise de risque limitée, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, si mon entreprise elle fait 0 € de chiffre d'affaires, bon, j'ai rien à payer. Excepté un point d'ailleurs, qui me permet quand même de le préciser, une micro-entreprise, elle va payer en fonction de son chiffre d'affaires, c'est vraiment le principal des cotisations sociales qu'elle va payer et des impôts, entre guillemets, qu'elle va payer. Elle paye un deuxième truc qui là arrive en fin d'année, qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises, donc qui est un montant forfaitaire, un peu, je simplifie là encore dans mon discours, un peu comme une taxe d'habitation qu'une entreprise paierait et qui va varier en fonction de la localisation de l'entreprise. Mais en dehors de ça, elle n'a rien d'autre à payer. Mais ça ne veut pas dire, c'est tout le sens de mon discours, si ça c'est simple, ou relativement simple, en tout cas une fois qu'on me l'a expliqué et qu'on m'a accompagné là-dedans, ça ne veut pas dire que créer une entreprise c'est sans responsabilité. Il y a bon, notamment déjà le principe de base, hein, je suis en étant en entreprise individuelle, demain, je suis responsable de ce que je fais et donc des dettes potentielles que j'ai générées sur mon entreprise. Je suis responsable également, même si je peux prendre une assurance de responsabilité civile, tout court de l'activité que je fais aujourd'hui. Si ça crée du tort à des tiers, c'est une responsabilité qui est importante malgré tout. C'est assez important aussi de prendre en compte, alors là, mon exemple, c'est dans le cadre des trimestres de retraite, mais on peut l'imaginer un peu plus large. Ça a un impact sur d'autres formes de revenus d'avoir une micro-entreprise. Si je suis aujourd'hui bénéficiaire du RSA, si je suis bénéficiaire d'allocation de retour à l'emploi, donc du chômage par Pôle emploi, ça va impacter ces revenus-là. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. C'est important d'ailleurs d'en discuter avec son conseiller, soit de la CAF, soit de Pôle emploi, soit tout court à l'ADI, pour que ce calcul-là il soit fait. Et puis également de bien prendre en compte, là, c'est ce qui a marqué, le fait que bah, il faut que je pense à ma retraite plus tard, et donc il faut que je fasse des certains montants de chiffre d'affaires pour réussir à cotiser sur des trimestres de retraite. C'est important aussi de savoir que, vu que c'est très simple à créer, il y a beaucoup de gens qui le créent en 2 clics, mais qui ne réfléchissent pas à est-ce que c'est un statut adapté, et notamment, est-ce que c'est un statut adapté par rapport à mon activité. Je vais juste vous donner peut-être un exemple assez précis, sans trop l'être, parce que ça demanderait quand même de rentrer un peu dans les détails, mais des activités qui ont des charges fixes importantes, souvent ne sont pas des activités qui sont adaptées pour être créées en micro-entreprise, parce que comme vous l'aurez compris, vu qu'en micro-entreprise, je paye sur du chiffre d'affaires, je ne déduis pas mes charges, et donc bah, des fois, je peux payer beaucoup de cotisations sociales, faire un très joli chiffre d'affaires, payer pas mal de cotisations sociales, mais derrière, si j'ai beaucoup de charges aussi, à la fin, il ne reste plus rien pour moi, alors que sur un autre statut, ça aurait été plus adapté. Et un autre inconvénient, mais celle-là, j'aimerais beaucoup l'enlever, cette ligne-là, parce que c'est l'idée
euh, c'est un peu l'idée de ma présentation, c'est que c'est une entreprise qui n'a pas une très bonne image. Et que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté de dire auto-entrepreneur, c'est parce qu'il y avait un espèce de truc un peu ambiant où on se disait un auto-entrepreneur, c'est pas une vraie entreprise. Et d'ailleurs, je vous invite demain, si vous créez une entreprise individuelle au régime de la micro, à ne pas vous présenter comme auto-entrepreneur, mais bien à dire j'ai une entreprise individuelle. Et puis après, en fait, la personne à qui vous présentez ça, elle s'en fout de la manière dont vous payez vos cotisations sociales. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et dernier inconvénient, l'impossibilité de récupérer la TVA. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, mais en tout cas, si c'est une entreprise sur laquelle il y a beaucoup d'investissements au démarrage, les autres statuts permettent, quand on fait des investissements, de récupérer la TVA, ce qui n'est pas du tout le cas de la micro-entreprise, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de dire tout ce qui intéresse l'État, là encore, si je simplifie mon discours, c'est de savoir mon chiffre d'affaires, peu importe les charges, les achats, les investissements que je fais, ça, ce n'est pas pris en ligne de compte. Et donc, si c'est une activité qui génère beaucoup, soit de charges, soit d'achats au démarrage, ça peut être un statut qui n'est pas adapté. Donc, je vais prendre rapidement les questions du chat parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient tombées. Est-ce qu'il faut préciser quand on veut être en franchise de TVA à la création de l'EI option micro? En fait, de manière assez simple, à partir d'un certain montant, attendez, peut-être que sur mon slide d'après, j'ai cette explication-là qui vous permet de l'avoir à écrit. En fait, une micro, elle va fonctionner sans TVA à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. Je reviens avec mes chiffres d'affaires plafonnés. En l'occurrence, vous prenez, dans le cadre soit de la vente, soit de la prestation de service, vous prenez 50% de ce chiffre d'affaires. C'est le moment où une micro-entreprise fonctionnera même sans TVA. C'est-à-dire, je ne reverse pas, ni j'y récupère de la TVA sur mes prestations. Donc, c'est 36 000 euros aujourd'hui pour de la prestation de service. Si je dépasse pas ce montant de la chiffre d'affaires, la TVA, on n'en parle pas. Je la paye, je la récupère pas. Enfin, ça ne me concerne pas. Et ensuite, une fois que j'ai passé ces montants de chiffre d'affaires-là, en effet, il faut que je tienne une comptabilité liée à ma TVA. Et donc, je peux récupérer, mais aussi, il faut que je rende la TVA sur les prestations que je fournis. Sur la cotisation foncière des entreprises, euh, oui et non. Est-ce que j'ai un ordre de grandeur? En fait, ça peut aller d'une centaine d'euros annuels à un peu plus de 500 euros. Ça va vraiment dépendre, vraiment ce serait me poser à peu de choses près la même question que de me dire combien elle va coûter ma taxe d'habitation demain. Bah, en fait, ça va dépendre de la rue dans laquelle vous habitez et de la mairie, ce qu'elle a décidé de facturer par rapport à cet emplacement-là. Donc, clairement, voilà, soit ça peut être assez peu, donc une centaine d'euros, ou au maximum, en tout cas, moi, celle que j'ai vu passer sur des micros, 500-600 euros dans le cadre de la CF. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une charge fixe importante, c'est-à-dire à partir de combien est-ce que ça devient une charge fixe importante? Là, clairement, j'ai pas de réponse et je préfère pas vous en donner. Et mon invitation, c'est plutôt de se dire, bah ok, vu que j'ai compris qu'il y avait une problématique quand même sur ce que c'est qu'une charge fixe importante et donc que peut-être que ce statut n'était pas adapté pour moi, et ben ma recommandation, c'est de poser les chiffres de mon activité pour vérifier quel est le statut le plus adapté. Et donc de faire ce qu'on appelle techniquement dans le jargon un prévisionnel. Un prévisionnel, c'est tout simplement combien est-ce que je vais gagner de chiffre, combien est-ce que je vais faire de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais dépenser tous les mois, donc quelles sont les charges que j'ai à payer, charges fixes, charges variables. Et en fait, on a des outils, notamment un LADI, qui vous permettent de poser ce prévisionnel-là et de dire, OK, bah, le statut sur lequel je vais payer le moins de cotisations sociales, c'est la micro-entreprise, par exemple, ou c'est tel ou tel statut. Donc, il n'y a pas de notion de, je ne vais pas vous dire, à partir de 1500 euros de charge fixe, on abandonne tout, on arrête la micro-entreprise. Ça va vraiment dépendre, c'est quelque chose qui se met en corrélation du montant de chiffre d'affaires, du montant de charge fixe, du montant de charge variable que vous avez. Et ça, si ce jargon-là, il ne vous parle pas, très sincèrement, faites-vous accompagner. C'est hyper simple. Il suffit que vous arriviez juste à vous projeter sur qu'est-ce que je vais payer demain. Et nous, on met ça dans des tableaux techniques, des prévisionnels d'activité. Et ça permet de choisir le statut le plus adapté. Je déroule rapidement, pour pas trop perdre de temps, sur les autres obligations de la micro-entreprise. Bon, euh, justement, je parlais de la TVA tout à l'heure, donc le fait de mettre une mention spécifique TVA non applicable. Maintenant, il y a l'obligation de déclarer ses cotisations sociales en ligne. Bon,
moi je trouve que c'est plutôt un avantage, hein, c'est une obligation et c'est quand même hyper simple, hein. Aujourd'hui, les gens, sur l'application, directement sur leur portable, vous mettez le montant de chiffre d'affaires, il y a votre taux qui est actualisé, vous faites une CB, vos cotisations sociales sont payées, donc c'est quand même hyper simple. Et l'ouverture également d'un compte bancaire dédié, donc ça c'est une obligation d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité. Ça ne veut pas dire un compte professionnel, hein, ça peut être un compte personnel, mais sur lequel ne passera que les charges ou les rentrées de chiffre d'affaires de votre activité. La question de la gestion administrative, j'en ai déjà rapidement discuté. Je peux aller faire des déclarations sur le site autoentrepreneur.fr. C'est là où je peux avoir mes attestations. On peut effectuer des achats pour son entreprise depuis ce compte. Oui, ouais, bien sûr, hein, un compte dédié à mon activité, ça veut bien dire un compte sur lequel je fais rentrer de l'argent et également sur lequel je fais mes dépenses. En dehors de l'obligation d'ailleurs réglementaire que ça représente, franchement c'est comment dire, une recommandation somme toute assez basique de se dire j'ai une entreprise, il faut que j'arrive à quand même distinguer un peu mon entreprise de ma situation personnelle. Et un bon gestionnaire, en tout cas un comportement basique de bon gestionnaire, c'est quand même de se dire bon bah j'ai deux comptes séparés, l'un pour mon entreprise, l'autre pour moi et ma famille. Et une fois que j'ai dit qu'on pouvait même ouvrir un compte perso mais dédié à cette activité, bon, un compte, je ne vais pas faire de promotion particulière, mais il y a quand même des comptes aujourd'hui qui coûtent assez peu cher tous les mois en termes de frais de tenue de compte. À moins de 10 euros par mois, vous avez des comptes dédiés pour votre activité. Donc en termes de gestion administrative, obligation de faire mes déclarations, bon, tout ça maintenant sur le site de l'auto-entrepreneur.fr ou sur l'application directement sur auto-entrepreneur URSSAF. Pour justement payer ma cotisation foncière des entreprises, je vais faire ça sur le site impôts.gouv. Et puis également, les autres sites assez importants pour un micro-entrepreneur, c'est le contact auprès de la sécurité sociale des indépendants, hein, parce qu'en fait, je n'aurai pas le temps de rentrer dans ce détail-là, et je vous invite d'ailleurs, mais je vais le refaire à nouveau, à vous faire accompagner pour à prendre un temps plus précis sur comment est-ce que va fonctionner votre micro-entreprise, et notamment, je crois qu'il y a une très bonne formation à la CCI sur tout savoir sur le régime de la micro-entreprise. C'est une formation aussi qu'on a l'occasion de décliner à l'ADI. Mais donc, juste bien important de savoir que vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants et que pour le dernier élément qui me semble assez important, c'est de derrière bien penser à ce que ça va impacter vos droits. Et donc, il y a maintenant la possibilité de faire une simulation pour le calcul des droits sociaux sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Alors, je vois des questions un peu pavé de texte qui m'arrivent. Je vais essayer d'y répondre en flux. Oui, j'ai simplifié, Catherine. Tout à fait. La loi Pacte, c'est ce qui a même marqué sur mon PowerPoint, mais c'est vrai que je ne l'ai pas exactement précisé. L'obligation d'ouverture d'un compte dédié à l'activité ne concerne que des activités qui font plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an pendant au moins 2 années consécutives, c'est ce qui est marqué là. Je l'ai simplifié en disant ouvrez un compte bancaire séparé, parce que en fait, sincèrement, je trouve que bon, après ça c'est mon conseil, hein, mais pour ce que ça coûte, aujourd'hui avoir un compte dédié à votre activité, ça permet quand même d'avoir une simplicité de fonctionnement et même d'analyse de votre activité pour un peu pas se paumer dans ce qui rentre et ce qui sort. C'est quand même vachement plus simple. Mais en effet, la loi Pacte permet, euh, si vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, de garder votre compte perso sur lequel vous payez votre loyer perso et vous recevez vos autres revenus personnels. Ouais, non, justement, un compte pro et un compte dédié, c'est bien, Olivier. Euh, c'est un peu différent, c'est-à-dire j'ai le droit d'avoir un compte courant perso. Ouais. Et Clara, est-ce qu'on perd son statut de demandeur d'emploi quand on lance son activité en micro? Est-ce qu'on doit faire deux déclarations mensuelles? C'est le DRSE. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Là-dessus, je vous invite, parce qu'aujourd'hui, tout Pôle emploi ont des conseillers dédiés création d'entreprise. Donc si déjà votre première démarche, et d'ailleurs je crois qu'il y a une conférence Pôle emploi dans le cadre de la semaine Oser l'entreprise, qui je suppose sera très intéressante sur ces questions-là. Mais voilà, aujourd'hui, un Pôle emploi a des conseillers dédiés en création d'entreprise, et donc je vous invite, si vous êtes en démarche de création, à prendre contact le plus rapidement possible avec eux pour qu'ils vous expliquent un peu ce fonctionnement-là. Mais pour répondre très vite à votre question, en effet, en fonction des déclarations de chiffre d'affaires que vous allez faire, mensuelles, ça va impacter les revenus Pôle emploi que vous allez faire. Donc, vous allez avoir des déductions des droits Pôle emploi que vous touchez d'habitude. Je déroule un peu, parce que je crois que j'ai fait que ma troisième assertion. Alors, oui,
une erreur de base, c'est j'ai fait une toute petite activité, pourquoi est-ce que je me ferais aider? C'est-à-dire, bah voilà, franchement, je vais créer ma micro dans mon coin, pourquoi est-ce que je me ferais aider? Bah déjà, pour toutes ces questions-là que vous êtes en train de me poser et puis que je suis en train de répondre, c'est essentiel aujourd'hui de se faire accompagner quand on lance son entreprise pour éviter tous les pièges liés à la création d'entreprise, faire des choix en pleine connaissance de cause et surtout, surtout, confronter votre projet à quelqu'un d'autre et d'avoir un regard extérieur sur vous, ça paraît sûrement super dans votre tête, et c'est sûrement super votre création d'entreprise, mais d'avoir quelqu'un qui est expert en création d'entreprise qui vous dit ces choix-là ils sont bons, ces choix-là ils sont mauvais, ou est-ce que tu as pensé à ça, c'est essentiel, et on avance beaucoup plus vite plutôt que de passer 6 mois à réfléchir tout seul ou à se renseigner juste sur Internet dans le cadre de son projet. Moi, le nombre de personnes qui me disent en un rendez-vous, on a plus avancé qu'en l'espace de 3 mois par rapport à sa création, vraiment, je vous invite à confronter votre projet, et là encore, qui accompagne à la création d'entreprise. Je ne fais pas de prosélytisme, hein, mais bon, on l'a dit, bien entendu. Nous, on va plutôt vous accompagner dans le cadre de la finalisation de votre projet. En gros, si vous venez d'avoir une idée, on ne vous accompagnera pas. On va plutôt vous accompagner une fois que vous avez structuré cette idée-là et où il s'agit de la finaliser. Et donc, notamment, par exemple, de poser un prévisionnel financier. Et si justement vous venez d'avoir une idée, ou en tout cas que ce projet est encore en train de maturer, je vais faire en tout cas la promotion que d'un seul dispositif. C'est le dispositif Je lance mon projet, qui est un dispositif sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et dont les CCI et les CMA sont partie prenante, et donc ça vous permet, par des rendez-vous individuels, de construire petit à petit votre projet de création d'entreprise. C'est essentiel aujourd'hui de se faire accompagner dans le cadre de sa création. Il y a des statistiques assez précises qui nous permettent de savoir qu'un projet accompagné a plus de chances de réussir qu'un projet qui ne l'a pas été. Je crois qu'on passe, bon, d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aujourd'hui 2 tiers des entreprises qui sont encore actives après 3 ans de création. Ça veut dire qu'il y en a une sur 3 aujourd'hui qui doit fermer pour diverses raisons après avoir créé. Enfin, 3 ans après leur création. Et en l'occurrence, on tire la même statistique pour des entreprises qui ont été accompagnées et financées. Nous, on le fait à l'ADI, par exemple, on est à plus de 80% de taux de pérennité des entreprises. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un delta entre si je me lance seul, pas accompagné, et si je me lance avec quelqu'un, ça me permet d'éviter certains écueils. Ramos, techniquement, oui, on peut avoir des salariés en micro-entreprise. Maintenant, en fait, c'est juste une question de calcul. Il n'y a pas de, il y a pas de limite, en fait, potentiellement. Mais une fois que j'ai dit, on fait maximum tant de chiffre d'affaires sur de la prestation de service, maximum 72 000 euros de chiffre d'affaires, et ben une entreprise qui fait maximum 72 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, elle ne peut pas avoir 10 salariés. Parce qu'un salarié, si je le prends à plein temps en annuel, déjà, il me coûte 25 000 30 000 euros, charges comprises. Donc, c'est techniquement, je ne peux pas avoir plein de salariés en micro-entreprise parce que la taille de mon entreprise ne me permet pas d'avoir un niveau d'activité suffisant pour embaucher du monde. Mais si la question c'est est-ce que c'est possible, théoriquement, d'avoir un salarié? Oui, bien entendu. Plusieurs, clairement, excepté des cas de figure très spécifiques sur des contrats très courts. Souvent, c'est pas possible à cause du montant de chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, même tout court, un statut plus important serait plus adapté. Donc bien se faire accompagner, je parlais un peu de l'accompagnement, je lance mon projet, je vous parle très rapidement de l'accompagnement qui peut être déroulé à l'ADI, notamment un accompagnement en ligne, si vous voulez vous faire accompagner en ligne, là, dès maintenant, vous pouvez aller notamment commencer un accompagnement sur la construction de projet, sur la construction du prévisionnel aussi, on a un accompagnement hyper bien fait où en une demi-heure, vous arrivez à construire les bases d'un prévisionnel simplement en répondant à certaines questions, ça fait de manière assez didactique. Et puis je vous invite non seulement à participer au maximum à toutes les conférences sur le salon d'entrepreneurs, hein, sur Oser l'entreprise, mais également nos webconférences qu'on organise à l'ADI. Il y a une webconférence tous 2 jours aujourd'hui sur différentes thématiques, que ce soit commerciale, gestion, création, pour pouvoir vous alimenter dans la réflexion de votre activité. Et donc, pour finir, qu'est-ce qu'on fait nous en termes d'accompagnement à l'ADI? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous on est en mesure de vous accompagner sur le commercial, l'administratif, le juridique et donc la gestion. Mais notre outil principal, c'est l'outil financier, et c'est ce que je vais dérouler après. Mais comment est-ce que on fait cet accompagnement-là? On fait des accompagnements via des ateliers thématiques, collectifs ou du coaching personnalisé. Et très rapidement, un focus sur un atelier aujourd'hui
qui est assez plébiscitée, qui est une formation qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui est une formation gratuite. En fait, tous les accompagnements de l'ADI sont gratuits, en l'occurrence. C'est une formation gratuite d'une semaine pour pouvoir penser son projet de création. Et donc, c'est par groupe de 10 maximum sur lequel vous êtes en train de bosser votre projet, entre l'étude de marché, réussir à adapter sa politique prix, établir des marges, réussir à faire un peu de, euh, faire son prévisionnel d'activité justement, et in fine choisir son statut juridique. C'est une formation en présentiel, gratuite, individualisée, et où l'idée c'est que vous ressortez de cette formation-là, vous êtes en mesure de sortir avec un projet qui est finançable et lançable demain. Ou auquel cas, ce n'est pas le cas, parce que tout le monde ne crée pas suite à la formation. Euh, le, le, on vous dit aussi ce qu'il faudrait faire, ou carrément, si ça ne vaut pas le coup de créer une entreprise là-dedans, parce que c'est pas fait pour vous. Je laisse peut-être Khadija donner le planning des ateliers Oser l'entreprise, parce que je pense que la question concerne celle-ci. Et mon dernier élément, et peut-être le plus important, c'est ne pas créer sans argent. Alors bon, ça peut paraître assez évident, mais enfin, vraiment, j'aimerais insister là-dessus. Souvent, le statut de micro, il est associé au fait que je peux me lancer un peu comme ça, à la va-vite. Nous, c'est vraiment ce qu'on a horreur, elle a dit, parce que clairement, le nerf de la guerre, quand on crée sa boîte, c'est d'avoir les finances nécessaires pour se donner les moyens que son entreprise marche. Et donc, ce qu'on entend très souvent, c'est d'entendre, bon, je n'ai pas besoin de financement, je me débrouille. C'est bon, j'ai Pôle emploi, il m'assure un revenu, voire je demande la capitalisation des droits Pôle emploi, c'est-à-dire le fait que Pôle emploi prenne tous mes droits, me prenne 50% de mes droits et me verse ça au démarrage de mon entreprise en debout. Euh, ou alors que la personne utilise ses économies pour pouvoir créer son entreprise. Bon, après, il y en a plein d'autres, hein. Demander un financement, c'est compliqué, c'est long, je ne peux pas emprunter à ma banque, ça va marcher très vite, etc. Tout ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, euh, merci Olivier, ces réflexions-là, et à la limite, j'ai envie de dire, il y a une partie de ces réflexions, elles sont intéressantes, c'est-à-dire c'est de se dire, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que partir avec ces solutions que je viens d'énoncer, Pôle emploi, de l'argent de la famille, mon épargne personnelle, c'est plus risqué que de demander un emprunt pour pouvoir créer son entreprise. Nous, vraiment, c'est ce qu'on essaie de défendre à l'ADI pour une raison très très simple. C'est qu'en fait, on imagine, j'ai besoin de 3 000 euros pour créer mon entreprise, j'ai 3 000 euros de côté. Eh bien, si j'utilise les 3 000 euros de côté pour pouvoir créer ma boîte, si j'ai un imprévu au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, j'ai plus d'argent de côté. Alors qu'au contraire, si je suis allé emprunter cet argent-là, j'ai demandé 3 000 euros à l'ADI par exemple, euh, j'ai un problème au bout d'un mois, ben j'ai encore mes 3 000 euros d'épargne qui me permettent de prévoir mon coup dur. En fait, c'est essayer de mettre toutes ses économies ou essayer de se lancer avec des bouts de ficelle, c'est se donner moins de moyens de réussir. C'est moins risqué, puisque même, bon, au pire, j'ai fait un emprunt et ça me pose voilà, j'ai emprunté mes 3 000 euros, j'ai mes 3 000 euros de côté, je me rends compte que ma boîte, ça marche pas, bon, j'arrête tout, on imagine le pire. Bah, vous avez vos 3 000 euros de côté, votre emprunt, il est remboursé. Alors que, au contraire, vous arrivez, si vous n'empruntez pas au démarrage de votre entreprise, que ce soit à l'ADI ou auprès d'une banque, hein, peu importe, ça ne me dérange pas, mais vous vous mettez vous-même dans une situation plus compliquée que ce qu'elle n'aurait pu l'être. Et c'est pas compliqué aujourd'hui de faire une demande de financement. La deuxième raison, vraiment, donc il y a une raison vraiment technique, quoi. Surtout, n'utilisez pas la totalité de votre argent, s'il vous plaît. La deuxième raison, c'est que de rencontrer un conseiller, et notamment un conseiller de l'ADI, de rencontrer un conseiller de l'ADI, c'est aujourd'hui la possibilité de confronter son plan de financement et donc de décider et donc de déterminer, pardon, si j'ai rien oublié. Souvent, on oublie la trésorerie, le stock. Souvent, on a tendance à complètement sous-estimer ça. Ou l'autre truc qui nous arrive très souvent, c'est de sous-estimer les moyens de communication aujourd'hui dans le cadre de sa création d'entreprise. Donc, rencontrer un conseiller financier, c'est avoir la certitude que le plan que vous vous êtes fait dans votre tête, c'est un plan qui est validé par quelqu'un qui voit passer des centaines d'entrepreneurs à l'année. Et non, c'est pas long, hein. Aujourd'hui, à l'ADI, et pour rapidement finir, entre le moment où vous avez un premier rendez-vous et le moment où on vous donne un accord pour votre financement, il y a 2 semaines, grosso modo. Donc, clairement, 2 semaines dans toutes les démarches liées à votre création d'entreprise, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait à l'ADI et qu'est-ce qu'on fait en termes de financement? On fait du microcrédit, on finance au maximum jusqu'à 10 000 euros dans le cadre d'un projet de création. On finance de tout, stock, trésorerie, local, véhicule, ce que vous voulez. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, on est en mesure d'octroyer un microcrédit, un crédit à taux d'intérêt.
Mais en plus, un crédit à taux zéro et potentiellement, si vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire d'autres minima sociaux, que vous n'avez pas encore créé votre entreprise, on distribue également une subvention de la région. Donc, en fait, moi, je vous invite à, voilà, à regarder votre besoin et en fonction de votre besoin, le conseiller de l'ADI, l'idée, c'est qu'il débloque les choses les plus intéressantes pour vous. Là encore, qu'on soit bien clair, le principe du microcrédit, c'est de pouvoir octroyer plus facilement qu'une banque. C'est-à-dire, en fait, nous, on va se baser sur des choses plus simples. On va se baser sur une confiance qu'on vous fait à vous. Est-ce qu'on vous fait confiance personnellement? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un entretien individuel avec vous pour parler de votre parcours, de votre situation personnelle, où est-ce que vous en êtes. Et même, j'insiste, si vous avez des soucis perso, voilà, de petits rejets de prélèvement, des difficultés avec la banque, c'est pas aujourd'hui une problématique pour qu'on puisse vous financer à l'ADI. Même si vous êtes fiché en Banque de France, c'est pas une problématique parce qu'on va se baser sur la confiance qu'on vous fait et ensuite la confiance qu'on fait à votre projet. Et donc, in fine, c'est là où on fait tout l'accompagnement et où on va parler de votre projet et où si on trouve qu'il y a des choses à refaire, eh ben on les bossera ensemble. Donc vraiment, la démarche est simple. Et en parallèle, je vais assez vite parce que je vois le temps qui tourne. On est en mesure de vous faire des assurances maintenant, et notamment des assurances bon, qui sont assez imbattables parce qu'elles sont négociées directement auprès d'AXA, voilà, qui a voulu faire une assurance pour, vu qu'on est une association, qui soit simple, compréhensible et pas chère en fait pour les personnes qu'on finance. Et donc, euh, aujourd'hui, on est en mesure de proposer des responsabilités civiles à 80 euros à l'année. Et donc, responsabilité civile. Et si vous voulez un peu plus qu'une responsabilité civile, c'est-à-dire assurer votre stock, assurer votre matériel, voire assurer un local, tout ce package-là, aujourd'hui, il irait jusqu'à 300 euros à l'année. Donc, clairement, un local assuré avec une responsabilité civile, votre stock, votre matériel à l'intérieur, au maximum de numéros, pour 300 euros pardon, à l'année, c'est clairement une assurance qui est assez imbattable. Et ça me permet de répondre à la question de Solène. Est-ce que l'accompagnement d'un projet à l'ADI est gratuit? Oui, tout l'accompagnement qu'on fait avant votre création de projet est gratuit. Clairement, le modèle économique de l'ADI, c'est nous, on arrive à accompagner gratuitement tous les créateurs d'entreprise parce que derrière, il y a une demande de financement. Mais vous avez le droit de venir à l'ADI, de ne pas être sûr d'avoir besoin d'un financement et de bénéficier d'un accompagnement qu'on est en mesure de faire. Si, par contre, dès le début, vous dites, moi, jamais de la vie, je ferai de financement, de toute façon, c'est vraiment contre mes principes les plus profonds, là, clairement, on aura plus de mal à vous accompagner. Il faut être à minima ouvert sur le fait que vous laissez la possibilité de demander un financement. Si à la fin vous n'en demandez pas, clairement, on vous obligera jamais à signer un contrat de prêt. C'est juste que nous, le temps gratuit qu'on vous donne aujourd'hui, il faut que potentiellement vous fassiez une demande de financement chez nous. Pour toute prise de contact avec l'ADI, il y a deux manières de le faire. adi.org, il y a même aujourd'hui la possibilité de faire une question directe par rapport au chatbot et donc de prendre rendez-vous en ligne ou alors de prendre rendez-vous par téléphone via la plateforme téléphonique. Aujourd'hui, on continue, malgré le confinement, alors pas la totalité des accompagnements, sincèrement, qu'on fait, notamment la formation. Là, aujourd'hui, on ne fait plus de formation en présentiel, mais on continue de les prises de rendez-vous à distance par téléphone. Et on continue à faire les rendez-vous à distance en tant que tels.